Et ben donc on va pouvoir commencer. Donc voilà, là c'est notre troisième webinaire à thématique précise. Enfin, l'idée qu'on en avait, c'était de pouvoir balayer plusieurs thématiques possibles qui pourraient être utiles à tout le monde et avoir des informations. Et donc, Mathéo va se présenter après un peu plus en détail. Mais Mathéo étant doctorant à la Ligue, préparateur mental et proposant une formation pour la Ligue sur les gestions de conflits. Je pensais que pouvoir introduire un petit peu ce sujet avec vous pouvait être intéressant, et notamment en amont de la formation qui se déroulera, j'ai plus les dates en tête, mais fin mars, il me semble. Donc voilà, 23, si 24. jamais ça pouvait donner des volontés ou des ambitions d'aller sur une formation un peu plus approfondie sur cette thématique, pour vous ou quelqu'un de l'entourage, un autre bénévole du club ou quelqu'un qui pourrait voilà, avoir envie de s'intéresser de plus près à cette thématique-là, on souhaitait mettre ce webinaire bien en amont pour être encore dans les possibilités, les dates d'inscription à cette formation. Donc, Mathéo va vous présenter euh, comment tenter de résoudre des conflits. Et après, il y aura, donc ça va durer entre 45 minutes, 1 heure. Et après, on a un temps dédié aux échanges, aux questions et peut-être aux approfondissements plus axés sur vos problématiques de terrain ou les questionnements plus précis qu'on pourrait avoir. Donc voilà, je laisse la parole à Mathéo. Pour information, le webinaire est enregistré. Et ben, comme je fais à chaque fois, un compte-rendu écrit vous sera transmis, et des documents que Mathéo m'a fournis et va vous expliquer aujourd'hui vous seront également transmis par la suite. Ok, merci Chloé. Donc oui, en effet, on va commencer sur la thématique. Peut-être avant, j'ai fait moins que 45 minutes, 1 heure. On est plus sur, je vais pas calculer exactement, mais je pense 30 à 40 minutes. Je voulais faire un truc pas trop long pour pas qu'on puisse s'endormir et surtout pour garder un temps d'échange avec vous. Ce qui me paraît peut-être plus opportun que de, on va dire, déballer toute la théorie de manière descendante en fait. Je suis plutôt pour l'échange que pour le fait de faire descendre les informations. Donc pour commencer, me présenter, mais Chloé elle l'a un peu fait finalement. Donc voilà, moi je fais une thèse là, je suis doctorant donc à la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de handball. Donc je fais une thèse sur le sujet de la préparation mentale, en lien avec la prise de décision. Et donc dans ce cadre-là, j'interviens pour la Ligue sur la préparation mentale des entraîneurs, des arbitres et des joueurs, plutôt de Pôle Espoir, plutôt de mon côté, donc moi je suis plutôt à l'ouest, hein, vers Clermont, et je suis préparateur mental aussi, donc là du côté de mon entreprise, ce que sur la gauche de l'écran, du club de hand du HBK 63, voilà, de l'équipe professionnelle et réserve, dans l'accompagnement individuel et collectif. Et aussi, je suis auto-entrepreneur, donc je suis d'autres athlètes, c'est même pas forcément des athlètes d'ailleurs, d'autres personnes qui ont des challenges souvent à réaliser dans l'accompagnement sur la dynamique mentale plutôt. Voilà, je suis désolé pour ma voix, je crois que Denis m'a refilé un peu le virus là. Non, je rigole Denis, mais j'ai un peu la voix rauque, ouais, en effet. Voilà. Donc voilà, le sommaire qui correspond un petit peu aux objectifs de ce qu'on va voir aujourd'hui. Pour moi, c'était intéressant avant de vraiment approfondir les outils, de comprendre comment se structure un conflit, d'identifier en fait les différents types de conflits. On verra quels sont les différents types et comment est-ce qu'il peut être configuré en fait pour que vous puissiez repérer un conflit qui est en train de s'amorcer tout simplement. Et après, on verra aussi les conflits. En fonction du type de conflit, on verra qu'il y a des moments où ça vaut le coup de résoudre un conflit, ou peut-être que d'autres moments, ça va peut-être plus perdre de l'énergie qu'autre chose, en fait, de résoudre ce conflit-là. Donc voilà, on verra en fonction de ça, est-ce que ça vaut le coup ou non de résoudre un conflit, et quand ça vaut le coup, justement, on passera à l'étape 2, c'est comment est-ce qu'on peut résoudre un conflit. Donc moi, je vais vous proposer une méthode, plutôt un outil, euh, je dirais même, peut-être on peut l'élargir à une philosophie finalement,
qui est celle de la communication non violente. Donc je décris un peu plus ce que c'est. Et c'est une sorte de processus où il y a étape par étape. Ça permet aux gens je pense, de les aiguiller un petit peu dans les étapes à suivre pour les aider à résoudre un conflit. Et enfin, on verra, peut-être que ça, enfin, l'étape 2 c'est plutôt soit dans le conflit, donc c'est moi quand je suis dans le conflit, et l'étape 3 c'est plutôt moi à l'extérieur du conflit, ben, comment est-ce que, on va dire, j'arbitre un petit peu ce conflit. Puis après, du coup, on passera à ce que je disais tout à l'heure, les questions, les échanges. D'ailleurs, les questions et les échanges peuvent être à tout moment. Enfin, si vous avez une réaction ou quoi, n'hésitez pas, je peux m'arrêter, hein, il y a aucun problème. Donc voilà, pour commencer, je voulais juste définir le conflit, en fait, les définitions que moi j'ai trouvées. Donc lutte au combat, rencontre d'éléments de sentiments contraires, contestation entre deux puissances qui se disputent un droit. Donc on a souvent euh, l'idée d'une contestation, d'une dispute entre deux personnes pour un objectif. Donc là c'est pour un droit, mais pour un objectif. Chacun veut défendre un petit peu son bout de terrain. Et c'est pour ça que le conflit, il existe sous la forme voilà, de lutte-combat ou de sentiments contraires, en fait. Comment est-ce que ben, chacun va pouvoir défendre à peu près son bout de viande, un peu, si je peux dire comme ça. Euh, donc voilà. Peut-être petit éclaircissement, à mon sens, c'est que un conflit, on a souvent, je crois, l'aspect négatif du conflit en disant, bah voilà, s'il y a conflit, c'est que c'est quelque chose de mal. Finalement, en psycho, nous, le conflit, il n'a pas du tout une connotation qui est négative, c'est-à-dire que on le voit plutôt, la plupart des temps, comme quelque chose qui est positif. Ça veut dire que il va y avoir une refonte des éléments, une dispute, hein, mais dans le bon sens du terme, l'échange, le débat pour justement en fait, qu'on puisse peut-être se remettre en question aussi. Donc voilà, juste pour décrire qu'un peu le conflit, c'est pas forcément quelque chose de négatif. Et même quand on s'intéresse un petit peu aux étapes de la vie d'un groupe, donc ça c'est ce que vous voyez en bleu là, ce sont les étapes de la vie d'un groupe. Comment est-ce que un groupe va se créer jusqu'à ce qu'il se dissout. En fait, la deuxième étape, on est directement dans le conflit en fait. Ici, le conflit dans un groupe permet de créer justement les normes du groupe, comment est-ce qu'on va fonctionner ensemble, les règles du groupe. Et ça, c'est l'aspect conflictuel. Alors encore une fois, c'est pas quelque chose de négatif, mais c'est ce qu'on va débattre, ce qu'on va échanger, qu'on va remettre en question. Ça, c'est le conflit en fait directement. Donc voilà, simplement pour vous dire que ce conflit-là, ben, il peut aussi être utile, je pense, et qu'il y a un aspect qui est constructif. On va s'intéresser un peu plus à, du coup, aux deux types de conflits. Donc, il y a le conflit qui est constructif, dont je vous parlais tout à l'heure, et il y a le conflit qui est destructif. Et tout à l'heure, je vous disais, bah, voilà, il va falloir essayer de repérer un petit peu euh, le conflit qui est en train d'être présent, et est-ce que moi je veux le résoudre ou non, est-ce que je veux m'investir dedans, et peut-être quelques clés là pour comprendre en fait s'il est plutôt constructif et que ça vaut le coup de rentrer dedans, ou destructif au contraire, et il vaut même pas mettre ton énergie là-dedans. Quand il est constructif, on a souvent un climat qui est coopératif. Et en fait, le truc le plus important, c'est que les deux parties du conflit cherchent à mettre l'objectif de groupe avant l'objectif personnel. Si je suis dans un groupe, je sais pas, peu importe, un groupe de travail, moi, s'il y a un conflit entre les deux personnes, et qu'il est constructif, c'est que j'ai envie d'abord d'approfondir le conflit, en tout cas l'échange là, pour que les objectifs du groupe prévalent sur les objectifs personnels, en fait. Donc voilà, ça permet ça les réexamens des opinions et des buts. Et donc finalement, bah, le fait d'avoir plusieurs conflits alors qu'ils sont constructifs, hein, constructifs, j'insiste bien sur constructifs, améliore la cohésion du groupe. On a une meilleure cohésion si on se met en conflit, on échange, on débat sur ces conflits-là, en fait, sur des conflits qui sont constructifs. À l'inverse, évidemment, du coup, on a le conflit qui est destructif. Là, on est vraiment dans quelque chose où, et ça, on peut le percevoir assez vite. Enfin, je pense qu'on a tous des exemples à peu près de conflits comme cela, où enfin, la personne en face de nous est considérée vraiment comme un adversaire, comme un ennemi qu'il faut battre ou abattre. Et là, on est vraiment dans quelque chose de la défiance, en fait, un climat qui est compétitif. Euh, L'objectif pour la personne, c'est d'abord d'avoir raison, en fait, et peu importe les objectifs du groupe, peu importe ça, c'est d'abord d'avoir raison. Et
une fois que j'ai raison, peut-être qu'on verra après bah, les étapes qui se présentent. Mais en tout cas, moi d'abord, je veux avoir raison et je veux être meilleur que mon adversaire. Donc là, on est vraiment dans un truc qui est destructif. Donc voilà, important de comprendre constructif, destructif pour savoir bah, si on investit le temps et l'énergie dans un conflit ou non. Ensuite, il y a d'autres données qu'on peut croiser avec les conflits, avec ces conflits destructeurs et, enfin, destructifs et constructifs. C'est ces autres types de conflits. Donc ça, ce que je veux vous faire comprendre, c'est qu'il faut réussir à les croiser en fait. Par exemple, un conflit d'intérêts, je prends l'exemple tout en haut là, il peut être destructif et il peut également être constructif en fait. Donc voilà les différents types de conflits qu'il peut y avoir. Les conflits d'intérêts, c'est assez connu, il me semble. Les conflits d'autorité, donc là on est vraiment dans quelque chose où on le voit souvent dans le monde du travail, par exemple, où en fait on a deux personnes qui ont le même poste au niveau hiérarchique, mais il y en a un qui voudrait avoir plus d'autorité sur l'autre. Et à partir de ce moment-là, ça c'est un conflit d'intérêts parce que on voudrait réussir à avoir plus de pouvoir, plus d'autorité, on va dire, que l'autre personne. Il y a aussi, en troisième lieu, les conflits de pouvoir ou de rivalité. Là, on est vraiment bah, dans les conflits qu'on peut voir au niveau géopolitique, en fait. Voilà, les conflits de génération également, notamment dans les valeurs, en fait, que les gens ils peuvent avoir. On va dire les valeurs que peuvent avoir les personnes les plus anciennes ne sont pas les valeurs que les plus jeunes peuvent avoir aujourd'hui. Et donc, il peut y avoir des conflits sur ces valeurs-là, ce qu'on appelle conflit de génération. Conflit d'opinion ou idéologique, ça c'est vraiment les conflits, je pense, le plus politiques hein, finalement. Quand on peut échanger avec des personnes et qu'on n'a pas la même opinion, ça ce sont les conflits qui sont d'ailleurs les plus difficiles à résoudre. Il me semble que c'est très très difficile à résoudre des conflits d'opinion idéologique. Les conflits suivants sont les conflits déclarés, latents ou refoulés, donc ça on en parlera un peu plus juste après. Ou alors les malentendus. Les malentendus, en fait, sont des types de conflits, c'est-à-dire que, eh ben, en fait, les deux parties du conflit, il va y avoir un malentendu, et souvent, c'est, on va dire, un conflit enfin, le malentendu, en fait, est que d'un côté. C'est-à-dire que tous les autres, ce sont des conflits qui sont déclarés, parce qu'en fait, on sait que, bon, bah, il y a un conflit, les deux parties le savent. Le malentendu, bah, en fait, on ne le sait pas forcément. Et, enfin, en tout cas, une partie ne le sait pas forcément. Il y a un malentendu sur une des deux parties. Et ceux-là sont souvent d'ailleurs les plus faciles aussi à résoudre parce que bah, finalement, un malentendu, il suffit d'en parler. On va voir comment est-ce qu'on pourrait en parler plus simplement. Mais c'est quelque chose qui est assez facile à résoudre. Donc je vous parlais tout à l'heure du conflit déclaré, latent ou refoulé. On va en parler un peu plus. Là encore, c'est un conflit, enfin, c'est une manière de voir le conflit qu'on peut croiser encore avec le constructif, destructif dont je vous parlais tout à l'heure, avec le conflit d'opinion. C'est une manière de représenter un petit peu les conflits. Le premier, c'est le déclaré. Le conflit déclaré, en fait, ça, tout le monde est au courant. C'est quelque chose où c'est souvent mis en public, c'est-à-dire que ce conflit-là, et ben, en fait, tout le monde est au courant qu'il y a conflit entre les deux personnes. Alors, soit, on va dire, on a eu lieu à un échange, un débat devant tout le monde, et donc tout le monde est au courant, ou alors on le sait parce que, bah, en fait, ces personnes ne se parlent plus, mais c'est acté pour tout le monde que ces deux personnes, en tout cas, sont en conflit. Ça, c'est le déclaré. Ensuite, on passe au latent. Donc là, le latent, on est sur quelque chose de... c'est un conflit qui n'a pas encore éclos, en fait, mais qui peut potentiellement éclore, en fait, mais qui ne l'a pas encore fait. J'essaie de m'expliquer un petit peu. Euh, c'est quelque chose qui n'existe pas. Alors peut-être parce une des deux parties a peur justement du regard des autres ou peur que le conflit soit déclaré aux yeux des autres et donc en fait ne va pas le faire. Je sais pas, je vous prends l'exemple. Euh, je vais prendre l'exemple par exemple d'un dirigeant qui peut avoir des propos un petit peu misogynes. Moi, je suis un autre dirigeant, je vois qu'il a ces propos-là. Euh, le problème, c'est que ce dirigeant qui a ces propos misogynes-là, il a depuis 30 ans, en fait, dans le club. Et moi, en fait, bah, par rapport à la peur du regard des autres et la peur que, bah, je sais pas, les représailles qu'il pourrait y avoir, moi, j'ai peur d'aller justement dans le conflit, en fait. J'ai peur de rentrer dans ce truc-là et lui dire, bon, au bout d'un moment, c'est dégueulasse ce que tu es en train de me dire. Et donc, c'est un conflit qui est latent. Celui-là, ça veut dire qu'il n'est pas encore éclos. C'est ça que j'essaie de vous faire comprendre, en fait. Donc, voilà.
on est sur des non-dits qui sont pesants, par exemple, les propos qui peuvent être misogynes, c'est pesant pour tout le monde, mais en fait, pour autant, bah, personne rentre dans le conflit qui est déclaré. On va dire, si je dis les propos en disant, bah, écoute, c'est dégueulasse les propos que tu as, là, on passe dans le conflit qui est déclaré, donc sur la partie de gauche de votre écran, en fait. Donc voilà. Et la dernière, en fait, c'est le conflit qui est refoulé. Finalement, ça, c'est un conflit qui a eu lieu il y a longtemps, souvent. Et en fait, et ben, ce conflit-là, on l'a pas, je veux dire, on n'a pas trouvé de solution. Donc en fait, on sait qu'on est en conflit, mais on trouve pas de solution, et donc il s'est un peu tassé en fait au fur et à mesure du temps. Et donc c'est ce qu'on appelle le conflit refoulé. Voilà. Donc voilà pour ça. J'essaie de, à travers les schémas que j'ai montrés tout à l'heure, vous faire comprendre que du coup, le conflit, en fait, il peut dépendre de bah, tous les différents éléments que je vous ai présentés là. Il peut être constructif, destructif. Il peut aussi être lié avec les types de conflits dont on a parlé, et il peut se caractériser par un conflit qui est déclaré, latent ou refoulé. Voilà. Le but, c'est de faire comprendre que un conflit, en fait, on va piocher dans chacun des ingrédients pour définir vraiment le conflit. Mais moi, je peux pas vous définir à proprement dit le conflit, ça serait trop facile et peut-être simpliste de catégoriser le conflit en disant, bah voilà, un conflit c'est comme ça, c'est comme ça. Il y a multiples éléments, il peut prendre en fait divers facettes, un conflit. Donc voilà, on va passer maintenant à la configuration du conflit, essayer de comprendre comment est-ce qu'un conflit en fait il apparaît, et étape par étape en fait, les antécédents, ensuite la nature lui-même, et enfin les conséquences en fait. Donc, ce qu'il faut comprendre dans les antécédents, c'est qu'il peut y avoir plusieurs facteurs. En fait, il peut y avoir trois facteurs. Le premier, donc c'est plutôt les facteurs, on va dire, de la personne elle-même, donc les facteurs intrapersonnels. Euh, les personnes elles-mêmes qui sont dans le conflit, qui sont partie intégrante du conflit, et ben en fait, via bah, ce qu'elles sont, en fait, finalement, peuvent avoir un impact et peuvent jouer un rôle sur le conflit lui-même en fonction de la personne, si elle a une estime de soi développée, ou non d'ailleurs, si elle a un gros ego. Si je parlais d'orientation vers la tâche, orientation vers la tâche, c'est si je, on va dire, dans mes valeurs, ce qui prévaut, c'est vraiment l'avancée du projet, plus que moi qui me mets en avant. En fonction de ces paramètres-là, déjà, et de ce que je suis vraiment, et des valeurs que j'ai, euh, ça peut avoir un impact sur le conflit. La deuxième, c'est les facteurs interpersonnels, en fait. C'est bah, comment est-ce que, entre les personnes, la communication, les liens, l'ambiance du club, en fait, est. Comment est-ce que, ben, est-ce que les discussions, justement, peuvent être toutes réalisées dans la bienveillance, ou alors est-ce qu'il y a un climat euh, qui est instauré, qui bah, fait que ah, j'ai peut-être pas envie de dire ça, peut-être pas envie de dire ça. Donc ça fait vraiment partie des facteurs interpersonnels qui peuvent entraver ou non, d'ailleurs, ben, en fait, la naissance d'un conflit. Et enfin, du coup, il y a des facteurs qui sont externes, c'est des facteurs qui sont plus globaux. Par exemple, là, j'ai mis un coach qui a une culture différente, en fait, qui a un fonctionnement différent. C'est quelque chose, on pourrait le mettre presque dans les facteurs intrapersonnels, mais c'est quelque chose de culturel, en fait. Donc, c'est quelque chose qui est même, selon moi, plus gros que l'intrapersonnel. C'est des facteurs qu'il faut réussir à prendre en compte dans, on va dire, la globalité du groupe, et qui sont bah, inhérents vraiment au groupe, en fait, et qui sont liés au groupe, ces facteurs externes. C'est un ensemble de facteurs. Alors, là aussi, c'est externe. Enfin, j'ai pas mis, mais alors, tout ce qui est montré là, c'est scientifique, hein. C'est externe, ce sont des éléments qui gravitent autour. Et en fait, ils sont assez nombreux pour qu'on puisse dire externe, en fait. Mais il y a plusieurs éléments qui gravitent autour du groupe et qui peuvent justement jouer un rôle dans le déclenchement, finalement, des conflits. Plutôt déterminant des conflits. Donc voilà pour la partie avant. Ensuite, pour la partie pendant, euh, en fait, il peut se caractériser par le conflit, il peut se caractériser par plusieurs caractéristiques, en fait. La durée, la fréquence et l'intensité. En fonction de la durée, combien de temps il dure, est-ce que c'est vraiment un truc de ah, il a duré 30 secondes, ou alors ça fait 6 mois qu'il dure ce conflit-là. C'est pas la même nature, évidemment. La fréquence, est-ce que bah, les embrouilles qu'il peut y avoir, elles sont fréquentes? Et l'intensité.
Au-dessus, vous avez contenu émotionnel. L'intensité, souvent, quand il y a un conflit qui a beaucoup d'intensité, bah, en fait, on va se sentir émotionnellement pris. Ou alors, bah, c'est un conflit sur lequel moi, j'accorde un peu moins d'importance, il est moins intense finalement. Voilà, et donc ça dépend de l'aspect cognitif, hein. Moi, on va dire, quelle est la teneur que je porte à ce conflit-là, l'aspect émotionnel, donc les émotions, bah, comment est-ce que je les vis par rapport à ce conflit-là, et l'aspect comportemental, c'est, bah, moi, comment est-ce que je me comporte par rapport à ce conflit. Là, on est plutôt sur la nature, et enfin, on a les conséquences, du coup. Bah, en fait, les conséquences, elles peuvent avoir des répercussions sur les résultats intrapersonnels, donc là, c'est plutôt pour la personne. Perte de confiance, l'ego qui diminue justement, ou alors l'ego qui augmente par rapport à ce qui est en train de se passer pour la personne. Résultat interpersonnel, du coup, il peut y avoir, voilà, j'ai mis déclin du travail dans l'équipe, donc par rapport à l'équipe, les différents membres déclin du travail d'équipe, ou alors, on va dire, diminution des relations entre les membres de l'équipe. Ça peut être ces choses-là. Et enfin, bah, résultat en matière de rendement, bah, en fait, c'est la finalité. Qu'est-ce qu'il en est en fait? Est-ce que on a augmenté, est-ce qu'on a diminué les performances de l'équipe? Est-ce que le projet avance mieux? Est-ce qu'il avance moins bien? Est-ce qu'il avance différemment à travers ce conflit? Voilà, c'est tout un petit peu ce qui peut, enfin les conséquences qu'on peut imputer finalement au conflit. Voilà. Donc, pour refaire un résumé là. euh, Sur les antécédents, la nature et les conséquences, donc avant, pendant, après, en fait, les facteurs qui sont liés à ça, c'est les facteurs personnels, les facteurs de groupe et les facteurs externes, en fait. Voilà. Je ne sais pas si, avant de passer à la partie 2, il y en a qui ont des questions un petit peu. Peut-être pas les remarques, je pense qu'on les gardera pour tout à l'heure, mais des questions sur on va dire, des choses que vous n'avez pas forcément compris ou vous voulez que j'approfondisse, justement. Non, c'est bon. Très bien. Non, c'est très clair pour moi. Ouais. Ok, top, merci. Et pour moi. Super. Alors, du coup, on passe à la partie 2. Donc, moi, là, je vous disais tout à l'heure, l'idée, c'était de, à mon sens, comprendre avant d'agir, en fait. Donc, déjà, comprendre un peu, se positionner dans le conflit dans lequel on est et se dire, voilà, est-ce que là, ça vaut le coup ou pas? Le conflit, il est configuré de cette manière. Donc, maintenant, ok, ça vaut le coup que j'y aille ou alors, bah non, ça vaut pas forcément le coup. Euh, j'ai mis entre parenthèses, en fait, le titre, là, c'est un outil pour tenter de résoudre un conflit. Bon, ma méthode là, elle est énormément, vous allez le voir, centrée sur la bienveillance, sur un peu, j'en ai conscience, un aspect bisounours un peu du truc. Euh, et c'est pour ça que je m'ai tenté d'eux, parce qu'en fait, je suis conscient que ce que je vais vous amener, ça va pas résoudre tous les conflits. Et puis, sinon, bah, en fait, la méthode, tout le monde la connaîtrait si elle permettait de résoudre tous les conflits. Mais on va dire, c'est plutôt comment dire, une paire de lunettes qui permettent de voir le conflit, ou plutôt, euh, pas une paire de lunettes, c'est pas ouf la métaphore, mais plutôt une ficelle qui permet de peut-être résoudre un conflit, mais en fait il peut y avoir d'autres ficelles à côté. Moi je présente une vision en fait, c'est ça que j'essaie de faire comprendre. Donc voilà, il est basé sur la communication non violente. Donc la communication non violente, peut-être que certains connaissent parce que finalement c'est de plus en plus connu. Euh, Également dans le milieu de l'éducation, là, moi j'ai des proches qui travaillent dans l'éducation nationale et certains commencent à l'utiliser avec les enfants également. Donc en fait l'auteur c'est Marshall Rosenberg. Lui il travaille avec cette méthode-là depuis je crois 20 ou 30 années. Et puis il a travaillé avec notamment de grosses puissances géopolitiques pour essayer d'améliorer bah, en fait, les relations qu'il peut y avoir et donc résoudre les conflits finalement. Et en fait, pourquoi est-ce que, il y a le principe du non-violent? Parce qu'en fait, l'idée, enfin, c'est pas un truc non-violent. Souvent, on a l'image de on va se taper dessus. C'est pas forcément ça. C'est plutôt l'idée de la bienveillance, en fait. Parce que dans le langage, finalement, le langage, il peut être violent. C'est plutôt dans cet aspect-là. C'est que le langage, il peut être violent. Et donc, on va essayer de prendre un langage qui est non violent, donc en fait qui est bienveillant, pour qu'en fait il n'y ait pas de violence. Et donc, c'est pour ça que c'est la communication non violente, c'est que dans la communication, ma communication n'est pas violente avec la personne. Donc, l'idée, c'est que quand nous, on reçoit un langage en communication non violente, finalement, bah, en fait, on est vraiment sans souffrance ou sans l'impression d'être violenté par les paroles que nous donne l'autre.
Donc voilà. Un petit quiz de ce qui se passe. Alors bon, finalement, moi j'ai 26 ans. Je pense que je vais pas vous refaire le monde, hein, mais juste vous éclairer peut-être sur deux, trois trucs. Peut-être que vous avez d'autres éléments qui m'aideraient moi aussi à mieux voir les choses. Mais finalement, en fait, dans la société, je pense que vous serez d'accord pour qu'on dise ça. Certaines fois, les manières de communiquer entravent souvent la bienveillance. Parce que on a en fait ces deux choses-là, ces deux éléments-là, donc à la fois des jugements qui sont moralisateurs et de la comparaison. Les jugements, ça veut dire qu'aujourd'hui, de plus en plus, en fait, il y a tout qui est polarisé. En fait, c'est un peu manichéen. Il y a soit c'est bien, soit c'est pas bien, soit c'est bon, soit c'est mauvais. Et donc, en fait, il y a un truc de jugement en disant putain, mais lui, il est bon, je trouve, ou alors lui, bah, il est pas ouf. Et il y a plus de nuances, en fait. Donc, l'idée, c'est de ramener un petit peu de nuance, sans forcément juger d'une manière ou d'une autre, mais en fait, ramener de la nuance dans la manière dont on peut appréhender et percevoir, je pense, les gens ou les choses. Ça, c'est la première. Et puis, du coup, la deuxième, en fait, de la comparaison. Euh, je crois qu'il y a de plus en plus de comparaisons aujourd'hui. Et l'idée, ça va être de lutter contre ces deux éléments. euh, Parce qu'en fait, quand on catalogue, donc en fait, quand on fait des jugements, et quand on compare, et ben en fait, on favorise une violence finalement. Donc l'idée, ça va être de se défaire un petit peu de ces éléments-là pour aller sur une autre manière de communiquer. Voilà. Voilà ce que j'ai marqué en bas. Ce type de communication peut nous conduire à nous exprimer ou à nous comporter de manière blessante vis-à-vis des autres ou de nous-mêmes. Même si ça peut être, en fait, des fois, on a l'impression qu'on fait bien. En fait, le fait de se comparer souvent, bah, c'est pas forcément ouf pour la personne qui est en face. Et le fait de juger, bon, bah, je vous apprends rien, mais si on juge bon ou mauvais, bah, en fait, on est dans une case, quoi. Et donc, bah, si on n'est pas dans le bon, ça veut dire qu'on est forcément dans le mauvais. Donc, l'idée, c'est de se défaire un peu de ces choses-là. Donc voilà, essayer de reconsidérer un peu la façon dont on s'exprime. Euh, Souvent, bah, en fait, la manière dont on s'exprime, elle est liée, nous, à nos perceptions et à nos intentions. Donc ça, je pense qu'il faut l'avoir en tête pour ce qu'on va parler après. Et la manière dont on entend l'autre, bah, c'est en fait la perception que j'en ai des autres et de la relation que j'ai aussi avec cette personne. Tout, en fait, tout est, c'est pas biaisé parce que dans le sens de biaisé, pour moi, il y a un truc de négatif, mais plutôt tout est interprété, en fait, voilà. Mais bon, c'est pas quelque chose de mal forcément, mais on interprète toujours bah, ce qu'on exprime et ce qu'on entend de l'autre, en fait. Donc là, on va essayer de regarder un petit peu ma perception que j'ai et la perception de l'autre également, ma relation à l'autre finalement. Donc voilà, donc j'ai placé à peu près le cadre de la méthode et la méthode, du coup, elle se définit en quatre étapes, c'est ces quatre étapes-là. Donc on va les décrire hein, une à une, et puis rentrer dedans. Moi, je vais essayer de vous apporter un petit peu des outils, non, parce qu'en fait, ça, c'est l'outil finalement, mais des clés de lecture et des clés peut-être de manière de faire avec chacune des étapes. La première étant observer sans évaluer. Ensuite, identifier, exprimer ses sentiments, identifier les besoins et faire une demande qui est claire et précise. Donc, c'est un truc qui est hiérarchique, hein. On ne peut pas passer à l'étape A sans passer, en passant à la C sans passer par la B, justement. Et il faut respecter une étape après l'autre. Et je vous les mets là parce qu'en fait, il y a un continuum, enfin, ça se suit finalement, les quatre éléments. Donc, la première, observer sans évaluer. L'idée, c'est de faire la différence en fait entre observer et évaluer. On verra que la plupart, vous allez peut-être vous en apercevoir après, ce que je vous en ai parlé, après le webinaire plutôt, euh, qu'en fait, beaucoup de conflits partent du fait que, euh, au lieu d'observer, on évalue déjà en fait. Donc, quand on évalue, il y a forcément une part d'interprétation, de jugement, un peu comme je vous disais tout à l'heure. Euh, L'idée, c'est vraiment d'observer. Et dans l'observer, il y a vraiment le truc de factuellement en fait. Euh, c'est factuel, je viens d'observer ça. Et finalement, en fait, pour être sûr de bien observer la chose ou de bien décrire un propos en menant une observation, bah, en fait, ce propos-là, il pourrait être décrit par une autre personne. Je sais pas, par exemple, je sais pas combien on est. euh, on va dire on est 15. Le fait que on soit 15, moi je peux dire, mais en fait, on était nombreux quand même. Et donc déjà, ça, c'est une évaluation, parce que j'estime qu'on était nombreux par rapport à bah, l'interprétation que j'en avais fait du webinaire. Par exemple, le fait de dire, j'observe, je dis, ah bah on est 15.
là, c'est simplement un fait. Et ça, c'est incontestable, en fait. Donc la première, c'est vraiment d'annoncer un fait comme il est. J'ai mis des exemples, en fait, pour qu'on puisse, enfin, vous puissiez plus comprendre plutôt que mon exemple de on est 15. Je sais pas si ça a trop d'utilité, mais donc voilà, il peut y avoir à gauche, vous avez des modes de communication. Ensuite, au milieu, il y a ce qui est centré sur l'évaluation elle-même. Et ensuite, à droite, exemple d'observation, exemple d'évaluation. J'ai mal fait. Le titre, c'est exempt d'évaluation. Donc, c'est sans évaluation, justement. Donc, on passe d'un truc à la première ligne, là, tu es trop généreux, à bah, quand je te vois donner tout un genre de pente, je pense que tu es trop généreux. Le je pense que, là, on est vraiment sur un avis et on fait vraiment, on donne son avis. Donc là, on est vraiment sur une observation. Le je pense que, c'est pas tu es trop généreux. Vous voyez, il y a une différence entre les deux. La deuxième, Pierre traîne trop dans son travail, enfin traîne dans son travail, pardon, devient une observation de Pierre ne commence à réviser que la veille de ses examens. Ça, c'est pas contestable en fait. Enfin, c'est incontestable justement. On est tous d'accord pour le dire. Ou elle ne rendra pas son travail, c'est je pense qu'elle ne rendra pas son travail, ou alors elle a dit je ne rendrai pas mon travail. Vous voyez un peu la différence en fait entre les deux. D'autres exemples, je vous laisse, je vais peut-être pas les décrire là, je vous laisse les lire. Mais donc voilà, et sur la gauche, il y a une partie vraiment sur la catégorisation de ces modes de communication-là. Donc on peut confondre voilà, prédiction, incertitude, on peut utiliser des référentiels trop vagues, par exemple, bon ça on le voit de plus en plus, les immigrés ne parlent pas français, c'est mes voisins immigrés ne parle pas français. Je sais pas pourquoi j'ai mis et eux. C'est ne parle pas français plutôt. Euh, donc on est vraiment dans un... Il faut qu'on parle vraiment du fait que moi j'observe en fait. Et non un truc qui sous-tend de la génération, c'est ça qui crée le conflit en fait derrière. Donc voilà, Jacques est mauvais footballeur, on va un match, je n'ai pas vu Jacques marquer un seul but. Voilà, je pense que vous avez compris. L'idée c'est de changer l'évaluation. Donc vraiment, mon esprit peut interpréter quelque chose à l'observation. Bah voilà, ça c'est factuel et personne ne peut le contester en fait. Voilà, bon, je ne sais pas si on va le faire parce que c'est pas forcément prêté au format du webinaire. Mais vous pourrez peut-être faire après. Souvent, ce qu'on fait, c'est que euh, on vous laisse 30 secondes pour observer un peu ce qui se passe autour de vous dans la pièce. Et bah, en fait, on s'aperçoit nous-mêmes que finalement, euh, on a tendance à formuler des évaluations. De se dire, je sais pas, moi je vais regarder autour de moi, je dis, ah, bah, ça c'est pas rangé. Bah, en fait, là, c'est déjà une évaluation parce que selon moi, ça devrait être rangé de cette manière-là. Et donc, ça c'est déjà évalué. Et c'est intéressant à voir, enfin par soi-même déjà, qu'en 30 secondes, en fait, on peut déjà former beaucoup d'évaluations. Euh, et donc, bah, de s'en apercevoir pour tendre un peu vers l'observation. Voilà. Donc voilà pour la première étape. Donc, observer sans évaluer. Une fois qu'on a réussi à faire ça, l'idée, ça va être de s'ouvrir un peu plus. En fait, dans cette philosophie-là, on part du principe que si vous voulez résoudre un conflit à un moment donné, et que ce conflit, voilà, je reviens dans ce que j'ai dit tout à l'heure, mais il vaut le coup d'être résolu, il va falloir s'ouvrir, il va falloir faire un pas vers l'autre. Euh, et donc pour ça, euh, c'est ça qui peut être un peu bisounours, c'est qu'on va essayer d'exprimer en fait notre vulnérabilité. On va essayer de faire un pas vers l'autre et de s'ouvrir en fait à l'autre pour qu'il puisse comprendre et qu'on puisse. L'idée c'est vraiment de créer la relation en fait entre les deux. Donc en fait exprimer sa vulnérabilité en distinguant pensée et sentiment. Donc là, on va essayer d'identifier vraiment et de donner les sentiments dans lesquels on est, et non les pensées. Souvent, en fait, on a tendance à dire, euh, ouais, j'ai le sentiment que, et souvent dans le j'ai le sentiment que, c'est vraiment le piège, et bah derrière j'ai le sentiment que, il y a rarement un sentiment, en fait. Il y a souvent une pensée. Et donc, l'idée, ça serait vraiment de basculer de la pensée vers le sentiment. Donc voilà, qu'est-ce que j'éprouve, qu'est-ce que je ressens. Et en fait, en France, on est nul. Sur ça, on est nul sur le fait d'exprimer ses sentiments, parce qu'en fait, c'est mal vu. Pourquoi? Je ne saurais pas trop vous dire pourquoi. Parce qu'il y a un truc justement, plus je m'ouvre, plus je vais paraître vulnérable. Et si je parais vulnérable, ben, c'est pas ouf, il faut que je paraisse fort quand même. Et donc en France, on a énormément de mal à le faire, à exprimer vraiment ce qu'on ressent. Et donc, ben, en fait, c'est difficile à faire. Euh,
c'est difficile à faire. Donc, je donne un exemple, par exemple, je me sens vraiment nul à la guitare. Ça, c'est vraiment une pensée parce que il y a une évaluation derrière en plus et j'exprime pas vraiment mes sentiments. Si je passe sur l'expression des sentiments à droite là, bah, je suis déçu par mes talents de guitariste, je suis impatient de progresser ou je suis mécontent de la façon dont je joue. Là, on est vraiment sur quelque chose où j'exprime mes sentiments, je m'ouvre vraiment. Je suis vraiment nul à la guitare. Bah, en fait, on s'ouvre pas vraiment, c'est vraiment un jugement que je pense de moi-même. Et pour autant, c'est pas de l'ouverture. Et donc, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure. Le fait qu'on puisse s'ouvrir et qu'on est nul, en fait, en France, bon, là aussi, encore une fois, je généralise, mais ben, on a du mal, sociétalement, je trouve, à exprimer ses sentiments. Et donc, pour vous aider, justement, c'est ce que j'ai passé à Chloé tout à l'heure. J'ai c'est pas exhaustif du tout, mais j'ai créé un petit référentiel de sentiments pour améliorer son vocabulaire sentimental. En fait, c'est ça l'objectif. C'est d'améliorer le vocabulaire sentimental pour que je puisse les exprimer. Parce qu'en fait, même si on a envie de le faire, et ben, des fois, on n'arrivera pas à le faire parce que, en fait, on n'a pas les mots, enfin, tout simplement. En fait, on n'a pas les mots pour le décrire. Donc ça peut vous aider à améliorer son vocabulaire sentimental et à trouver les mots pour essayer de le décrire. Voilà. Donc voilà, ouais, je finissais juste par la petite remarque sur cette étape-là. Euh, En fait, il faut qu'on fasse attention à ce que euh, l'expression d'un sentiment, comment dire, ne puisse pas être liée à la manière de faire de l'autre. J'essaie de m'expliquer en gros. Là, j'ai pris l'exemple de je me sens insignifiant. Si je dis je me sens insignifiant, ok, c'est un sentiment, il n'y a pas de problème. Mais pour autant, bah, l'autre, il peut se dire, oula, mais s'ils sont insignifiants, c'est aussi de ma faute. C'est parce qu'en fait, moi, j'ai peut-être pas fait les efforts pour. Et donc, là, l'idée, c'est qu'on fasse attention à ce que ces vocabulaires-là de sentiments ne mettent pas aussi en lien, euh, bah, ne les mettent pas aussi en cause, en fait. Le fait que je décris mes sentiments, faut pas que ça les mette en cause. Le truc de je suis insignifiant, ou alors, euh, bah, ouais, j'en ai pas d'autres, en fait. C'est que moi aussi, je suis nul sur le vocabulaire des sentiments. Mais en fait, voilà, le principe, c'est de comprendre que euh, l'expression des sentiments peut aussi remettre en cause l'autre dans sa manière de faire. Donc l'idée, c'est vraiment de se détacher de ça et d'exprimer purement les sentiments qu'on a sans lier l'autre aux sentiments qu'on est en train d'annoncer. Voilà. Euh, voilà, des exemples, par exemple, de phrases dont pourrait, peut-être qu'on le fera dans la discussion, je sais pas, mais dont on pourrait discuter sur l'expression des sentiments. Je me sens rejeté quand aucun de mes collègues de travail ne répond à mes questions. Par exemple, là, la première, ça pourrait être je me sens, comment dire, euh, je sens que je n'ai pas d'importance à vos yeux. Puisque aucun des collègues arrive à répondre à mes questions. Ça, c'est plutôt un peu l'expression d'un sentiment qu'on pourrait avoir. Donc, bref, on pourra en reparler un peu si on peut essayer de travailler sur justement l'expression de ces sentiments qu'on pourrait décrire. Voilà, fiche vocabulaire des sentiments, oui, sur le vocabulaire des sentiments, ça on en a parlé. On passe à la troisième étape, donc l'étape C. Une fois qu'en gros on a annoncé les sentiments, d'après la méthode, en fait, les sentiments, ils vont être liés à des besoins. Chaque sentiment que je vais énoncer, il va être lié à un besoin, et l'objectif, c'est de faire comprendre à travers le sentiment. Donc, j'exprime mon sentiment, puis après, bah, je vais décrire un besoin, à faire décrire le besoin à l'autre. Bah, moi, j'ai besoin de ça, en fait, à ce moment-là. Et ça, on a aussi du mal à le faire, c'est-à-dire qu'on a du mal à décrire, et déjà, alors à décrire, ok, mais déjà à comprendre les besoins qu'on a. Moi, j'ai besoin de ça, et si on arrive à l'exprimer, ce besoin, et ben en fait, on refera aussi du lien avec la personne. Donc voilà, il y a quatre manières en fait d'accueillir des messages qui sont négatifs finalement. Soit en fait un message qui est négatif, soit en fait je le prends vraiment. Je crois que je vais le décrire avant en fait. C'est pour ça que je commence à. Ouais, je vais le décrire avant, c'est ça. Après, pardon. Donc ouais, je ferai un peu les quatre manières de faire sur les messages négatifs. Je les ferai après. Donc voilà, je reviens sur le truc des besoins. L'idée, c'est vraiment que si on arrive à exprimer les besoins et donc le fait que, bah, en fait, mon besoin, il sera satisfait si moi j'ai ça, ça permet à la fois donc pour moi bah, de montrer
ce dont j'ai besoin à ce moment-là, et aussi à la personne qui est en face de se dire, ah ok, en fait, lui, il a besoin de ça à ce moment-là. Et bien en fait, je vais aller sur ça. Et une des raisons des conflits également, c'est que en fait, ces besoins, ils sont pas vraiment dits, ils sont pas vraiment évoqués. Et donc, ben, on ne sait pas forcément ce que la personne attend. Et si je sais pas ce qu'elle attend, et ben en fait, peut-être que le conflit, ben, il va continuer à s'engrainer, en fait, dans le mauvais sens du terme. Donc voilà, décrire les besoins. Et en fait, ça va être lié finalement ces messages-là à ces besoins parce que il y a quatre façons en fait d'accueillir en fait un message qui est négatif. Imaginons, j'essaie de reprendre un peu vous en tant que dirigeant ou en tout cas personne qui mène des projets dans les clubs. euh, une phrase pour votre contexte. En fait, des fois, on peut entendre, par exemple, de toute façon, c'est toujours pareil avec toi, les projets n'avancent pas. Bon. Euh, quatre façons d'accueillir en fait ce message qui est négatif, hein. La première, c'est en fait sentir fautif. Donc là, ça provoque de la baisse de l'estime de soi. C'est oui, bah oui, en fait, t'as raison. C'est vrai que ouais, ils avancent pas. En fait, quand je me remets en question, c'est vrai que avec moi, ça avance pas trop, quoi. Bon, ça, c'est une première manière de faire. Ou alors, bon, ça, d'un côté, ça résout le conflit, mais ça résout pas le problème de l'estime de la personne. Et encore, ça résout pas forcément le conflit parce que cette même personne-là pourra faire, enfin, pourra dire ces phrases-là à d'autres personnes-là, et d'autres personnes peuvent réagir d'une autre manière. En fait, comme la deuxième façon, en fait, je peux rejeter sa faute sur l'autre. Et donc là, dire, bah, en fait, mais avec toi, tu crois que ça avance, en fait, c'est quoi le problème? Donc là, moi, je commence à risquer d'éprouver de la colère, hein, à ce moment-là, si je rejette la faute sur l'autre. Et lui aussi, sûrement, en fait, risque d'éprouver de la colère. Donc on est vraiment sur la création pure d'un conflit à ce moment-là. L'idée, moi, ce que je vous conseille et ce que conseille la méthode finalement, c'est du coup porter attention sur nos propres pensées et sentiments. En fait, bah, si la personne dit ça, ça serait l'idée de dire, bah écoute, moi, ce que tu me dis là, bah, en fait, je me sens blessé, ça touche un peu à mon intégrité parce que moi, j'ai le besoin, bah, en fait, de réaliser des projets et j'ai un besoin, voilà, de réaliser des projets et de réussir à m'émanciper à travers ces projets-là. Et donc, en fait, ce que tu me dis, bah, ça veut dire que ça touche vraiment fondamentalement à moi et ce que je suis en train d'essayer de faire. Et donc, voilà, là, on commence à déjà créer un lien, en fait, avec la personne en s'ouvrant un petit peu, vous voyez. Après, il y a une autre étape, bon, qui est vraiment un niveau de connaissance de la méthode, on va dire avancée, c'est vraiment diriger notre attention sur les sentiments et les besoins de l'autre. Alors, cette particularité-là, il faut vraiment connaître la personne en face, parce que ça peut vraiment être mal pris, hein. Le fait de dire, bah, en fait, qu'est-ce que tu veux me dire là? Tu te sens comme ça ou tu te sens comme ça? Suivant la personne qu'on a en face, ça peut mal réagir. Donc moi, je vous euh, recommande plutôt la troisième, là, notre attention sur nos propres pensées et sentiments. Donc là, on commence à créer quelque chose. Et une fois qu'on a créé quelque chose, après, on peut passer peut-être à l'étape 4. Mais d'abord, quand même, créer un lien avec cette personne en moins m'ouvrant. Parce qu'en fait, si on n'ouvre que la vulnérabilité de l'autre, ça risque d'être mal pris. D'autant, enfin, voilà, par rapport à la personne qui est en face. Donc voilà, ce qui est plutôt recommandé, c'est les deux dernières. Et là, encore une fois, j'ai donné une fiche à Chloé, donc c'est la fiche C, je l'ai appelée. Pour identifier ses besoins, bah, en fait, il y a toute une liste de besoins fondamentaux. Alors, elle n'est pas du tout exhaustive, hein, mais c'est des besoins qui peuvent être fondamentaux et ça peut aider à mettre des mots en fait sur les besoins qu'on peut identifier ou qu'on peut ressentir, mais qu'on n'arrive pas à exprimer. Encore une fois, pareil. Voilà. Pour finir sur la méthode, on est sur vraiment formuler une demande qui est claire et précise. Souvent, en fait, dans des conflits également, on est sur euh, on a compris le conflit, mais des fois, bah, en fait, on fait pas une demande claire vraiment sur bah, moi, je voudrais ça. Euh, et donc, bah, le conflit, il n'arrive pas à se résoudre. Donc, on est vraiment sur un conflit. Tout à l'heure, on parlait des conflits enfouis, en fait. Bah, c'est ces conflits-là qu'on n'a pas réussi à trouver de demande qui est claire et précise. Moi, je voudrais ça de toi. J'attends ça. Est-ce que tu es d'accord? J'attends ça. Donc, ça, c'est la dernière étape, en fait. Et elle comprend tous ces éléments-là qu'on va essayer de décortiquer au fur et à mesure. Langage d'action positif. Ça, je crois que c'est le truc le plus important, en fait. C'est, en fait, souvent dans les conflits, bah, moi, je voudrais que tu arrêtes de faire ça. Ouais, mais ok, mais ça dit pas ce que j'ai envie que tu fasses, vraiment. Et ça, bon, ça vaut aussi pour les entraîneurs, ça vaut sur plein de choses, peut-être dans votre travail, peu importe. On a souvent tendance à dire, mais j'ai envie que tu arrêtes de faire ça, arrête de penser à ça.
Mais en fait, on dit pas bah, qu'est-ce que je voudrais que tu fasses vraiment, quoi. Et le truc, c'est que souvent, en fait, le cerveau, il comprend pas la négation. Le cerveau, quand on nous dit ne pense pas à un éléphant rose, par exemple, et bien en fait, on va penser directement à un éléphant rose. Parce qu'il ne comprend pas la négation. Donc l'idée, c'est vraiment de formuler un langage d'action positif sur se dire, moi, je voudrais que tu me fasses ça, je voudrais que tu fasses ça. Et non pas l'inverse, en fait. Donc voilà, et ça peut valoir également pour les entraîneurs, en fait. Dans l'entraînement, c'est ouais, mais arrête de t'énerver, arrête de penser à ça, arrête de parler à l'arbitre. Et ben, plutôt, on aurait plutôt. Enfin, moi, je recommande plutôt de dire bah, pense à ta défense. Euh, Centre-toi sur ça, centre-toi sur ça. Vraiment quelque chose qui amène, on va dire, l'individu ou la personne à se centrer sur un truc et non pas sur ce qu'elle ne devrait pas faire, finalement. Voilà. Donc voilà, faire une demande consciemment, en fait, il faut pas que la demande, elle soit perçue comme une exigence. En fait, si c'est pas accompagné d'un sentiment, donc si on n'a pas l'étape B, souvent, ça peut vite être mal pris. Par exemple, j'ai pris l'exemple, pourquoi tu vas pas te faire couper les cheveux? Bah, en fait, ça pourrait être dit en mode, ah ouais, bon, bah, ça veut dire que je suis moche. Bon, c'est pas un exemple de fou, mais c'est essayer de comprendre que ça peut être mal interprété, en fait. Et donc, on pourrait dire, par exemple, je te trouve plus beau avec les cheveux courts, est-ce que tu voudrais pas aller chez le coiffeur? On passe sur vraiment l'expression d'un sentiment, moi je te trouve beau avec ça. Euh, et donc, derrière, on réalise une demande. On différencie également en troisième lieu l'exigence et la demande. En fait, s'il y a une exigence, comme je disais tout à l'heure, en fait, il y a deux solutions. C'est soit en gros, bon bah j'accepte, bon, je me soumets, ok. Ou alors soit je me révolte parce que bah en fait l'exigence elle me va pas. Et donc si on n'arrive pas à amener une demande, et ben en fait ça peut être perçu vraiment comme une exigence, ce truc-là. Donc voilà, on précise à notre éclaireur qu'il accède à nos désirs s'il est vraiment disposé. C'est moi j'aimerais que tu réalises ça. Là, il y a vraiment un truc de bah, je souhaite que. Ouais, et c'est une demande. Et ça va être lié avec le quatrième, c'est pour ça que je fais le lien avec ça. C'est souvent demander en fait alors, à la fois à restituer, mais surtout à est-ce que tu es d'accord avec ça? Est-ce que tu es d'accord? Est-ce que c'est OK pour toi? Est-ce qu'on peut faire ça? Et s'il y a un accord, bah, en fait, on est OK. La demande, en fait, elle est claire, elle est précise. Ce qui peut être aussi important, c'est de demander à l'interlocuteur de restituer le message. Et qu'est-ce que tu as compris, en fait, moi, de ma demande, finalement? Là, c'est plutôt pour les gros conflits. Qu'est-ce que tu as compris de mon message? Et en fait, il va essayer de le reformuler. Et le fait qu'il le reformule, bah, il va aussi s'il l'a pas déjà fait, essayez de se mettre à votre place en fait. Et se dire, alors oui, bah, tu m'as dit ça, tu m'as dit ça. Il va essayer de se remémorer un peu tout, et là, il se met à votre place. Et donc là, ça permet bah, de créer déjà aussi un lien en fait entre les deux. Demander de la sincérité en fait. Euh, ce qu'on voudrait savoir, c'est ce que notre interlocuteur ressent, ce qu'il en pense, et si lui est disposé à entreprendre une action qui est spécifique. En gros, bah, où est-ce que lui il en est, en fait, tout simplement. C'est, on fait un point. Toi, qu'est-ce que tu as ressenti? Qu'est-ce que tu en penses de ce que je t'ai dit? Est-ce que tu es OK pour qu'on entreprenne une action qui, enfin, vraiment pour correspondre à ma demande, en fait. Voilà. Euh, donc voilà, et après, il y a des demandes à un groupe. Dans un groupe, en fait, on perd beaucoup de temps euh, lorsque on ne sait pas vraiment ce qu'on attend des gens. Vraiment, il y a un truc de moi, j'attends vraiment ça de vous. Ça, c'est plutôt sur un groupe en fait. J'attends ça de vous. Ça peut marcher également sur l'individu, mais le groupe, il sait où il va en fait, en général. Et donc, c'est bien aussi de faire d'adresser une demande par rapport aux attentes qu'on a. Voilà. Et donc, voilà, définir l'objectif d'une demande. Bon, établir un objectif, une relation fondée sur la sincérité et l'empathie. Ça, je crois que vous avez à peu près compris. Normalement, la philosophie en fait de la, de la méthode. Voilà. Euh, donc voilà. Par exemple, je reprends un truc. J'avais fait des exercices, donc on pourra en parler sur les échanges si vous voulez qu'on y aille. Bon, votre chien va te saloper mon gazon, ça peut être quand je vois votre chien être dans mon gazon, ça c'est une observation par exemple. Euh, je me sens désabusé par exemple, parce que moi j'ai un besoin d'hygiène, je sais pas, dans mon jardin.
Donc, serez-vous d'accord que la prochaine fois que vous approchiez, vous le teniez en laisse, par exemple? Ça peut être ça. Ce qui est totalement différent de votre chien vient de saloper mon gazon. Voilà. On passe par observation, donc la première, la A. La B, en plus, après, on passe au sentiment. La C, au besoin. Et enfin, la D, à la demande. Donc voilà, après le reste, on pourra y revenir, en fait. Moi, je vous l'ai déjà dit, sur les échanges. On passe à la partie 3. Là, encore une fois, si vous avez des questions, moi, ça me permet de boire en même temps. Euh, sur la partie 2, dites-moi. En face. Non, moi, j'ai pas de questions, c'est clair, hein. C'est clair, Moi, merci. j'ai une question, Mathéo. Ouais. C'est la difficulté, je trouve, qu'on peut avoir, c'est, tu dis, ben, exprimer ses sentiments ou voilà, dire là, ça me convient pas, etc. Mais souvent, quand on le fait, les gens, ils veulent pas entendre. Tu disais, c'est très difficile de trouver les mots pour exprimer ses sentiments, mais en fait, on n'est tellement pas là-dedans au niveau culturel, peut-être, ou je sais pas à quel niveau, mais ou alors c'est le monde du sport ou je ne sais pas quoi. Mais le groupe en face, il n'a pas envie que tu aies ce genre de, tu vois, Mm. d'action. C'est Ouais, très carrément. compliqué, ça, et ça, je pense que c'est une difficulté Mm, mm. à Ouais, laquelle on est confronté souvent. c'est une difficulté. Alors, l'idée, c'est. En fait, après, il y a peut-être des moments où. C'est un peu la limite de la méthode, c'est que les gens, ils sont pas aptes à entendre ce qu'on a envie de dire. Et dans ce cas, bah, en fait, Ouais. là, à ce moment-là, pour résoudre le conflit, bah, en fait, il peut pas se résoudre, quoi. Parce que si la personne fait vraiment bloc, on va dire, est vraiment contre tout ce que je suis en train de moi d'amener, bah, c'est qu'ils sont pas, même pas ouverts à mener une discussion, à écouter ce que je veux dire. Et l'idée, c'est que quand je suis en train de dire des choses là, et ben, je puisse m'ouvrir pour que on puisse tisser le premier lien, tu vois. Mais si ce lien il se tisse même pas et qu'il y a un mur vraiment, bah, en fait, je vois pas comment Mhm. on peut faire, quoi, tu vois, franchement. C'est ce qui peut définir si on est à la bonne place ou si on n'est pas à la bonne place aussi par rapport à sa place dans un groupe, effectivement. Ouais, peut-être, ouais. Oui, oui, en effet. Ouais. T'es peut-être pas le bon interlocuteur, tu veux dire ça? Oui, tout à fait. Ouais, ouais, Enfin carrément. bon. Donc, on ne sait pas parler, on ne sait pas utiliser les mots des sentiments, mais je crois qu'on ne sait pas les entendre non plus. Ce que je veux dire. C'est C'est aussi. compliqué. C'est Mais compliqué. peut-être que pour les entendre, il faut déjà en parler, tu vois. Ouais, C'est la tout à première fait. étape, quoi, je dirais. Ok. Bon, c'est tout. Je passe à la dernière, alors les plus courtes, la dernière. Enfin, sauf s'il y a d'autres questions. Ok, je passe à la dernière. Donc voilà, comme je disais au début, euh, on a parlé de soi dans le conflit. Là, j'ai essayé de vous proposer. Alors en fait, je vais pas aller super rapidement. On le fait. Bon, ça fait un peu teaser pour la formation, mais en soi, enfin, vous en doutez bien. Là, je fais 1 heure, même pas, de présentation. On n'a pas le temps du tout d'aborder tout. Et donc, on va voir quelques pistes en fait sur la posture du médiateur, donc d'une personne qui peut être extérieure au conflit. Donc, ça fait un peu balancer des infos comme ça. Bon, j'en ai conscience, mais je pense qu'il faut le faire assez. Enfin, en fait, selon moi, c'est la meilleure manière de le faire, en fait, tout simplement. Donc voilà, quand vous êtes médiateur et que vous utilisez ce processus-là de la communication non violente, l'idée, c'est de montrer que vous avez confiance dans le processus et donc de se dire, moi, je suis pas là pour choisir un camp, en fait, et que bah, via le processus, on va identifier les besoins. Avant même, peut-être que. Donc là, on est vraiment sur ces conflits, on est vraiment sur quelque chose de plus posé. Hein. Ça va pas être quelque chose où j'attrape quelqu'un en 2 secondes et du coup, bah, on va répondre au conflit tout de suite. C'est vraiment quelque chose. S'il y a un médiateur déjà, c'est que il y a un conflit qui est déjà assez ancré. Donc voilà, on va essayer de. Pour moi, c'est important de montrer déjà le processus étape par étape sur chacun des parties. Et en disant, bah, en fait, via le processus, là, on va faire étape par étape, donc vos besoins, normalement, seront satisfaits. Si on s'en suit euh, à- au protocole quasiment, en fait, euh, de la méthode. Donc voilà, la première étape, c'est ça. Euh, Ensuite, c'est bien de faire comprendre que bah, nous, on n'est pas là pour faire aller le conflit là où nous, on a envie, mais plutôt bah, de satisfaire les besoins des deux parties. Le troisième, c'est bah, en fait, il peut y avoir un moment donné où je crois qu'on est tous humains et se dire, bah, là, je me mets plus à la place de l'un que de l'autre.
bah là, lui, ce qu'il est en train de me dire, bah ouais, ça me fait quand même plus sens, j'ai envie de prendre plus sa défense, alors que l'autre, bah, selon moi, il est moins dans le vrai, quoi, en fait. Donc voilà, l'idée c'est vraiment de nous essayer de comprendre en reformulant chacun des deux et se dire que ben oui, on peut peut-être, il faut en avoir conscience, je pense qu'on peut peut-être prendre un des deux côtés, mais qu'il faut veiller justement à ce que ça puisse arriver et que quand ça arrive, je prenne un peu de hauteur pour se dire est-ce que vraiment les deux parties sont entendues comme je le souhaite là, enfin comme eux ils le souhaiteraient, et est-ce qu'on est vraiment sur un temps de parole qui est égal. Voilà, je pense que c'est un peu ça l'idée dans dire attention, je peux prendre un des deux côtés, mais je veille à ce truc-là pour prendre du recul à un moment où ça arrive. Suivre l'échange, donc en fait garder les yeux sur la balle quand ça va partir des deux côtés. Peut-être prendre des notes en fait en disant bah voilà, c'est aussi une manière, je pense, de montrer qu'on est à l'écoute, de prendre des notes et peut-être de s'en servir aussi pour structurer ses idées. Maintenir la conversation dans le présent. Donc ça, c'est vraiment un truc qui est, et en fait, pour voir plein de conflits, euh, c'est un truc qui est hyper, comment dire, récurrent. Ouais, mais toi, t'as fait ça, toi, t'avais fait ça, t'avais déjà fait ça, t'avais déjà fait ça. Et en fait, là, l'idée, c'est que on dit, attends, mais maintenant, moi, je voudrais qu'on soit dans le présent. Et en fait, quand on contraint les personnes à être dans le présent, et ben, en fait, il y a beaucoup moins de reproches directement. Bon, mais qu'est-ce qu'on peut faire tout de suite, là, en fait? Ça peut être un peu déroutant, quand même, ce truc. Mais maintenir vraiment les gens dans le présent. Ok, bon, très bien, mais maintenant, comment est-ce qu'on peut faire, quoi, en fait? Tout de suite, maintenant. Et les maintenir dans le présent, c'est assez difficile. Continuer d'avancer. Éviter que le processus s'enlise, ne pas répéter une fois supplémentaire. Ça, c'est souvent dans des conflits que les gens, en fait, ils reprennent les arguments, souvent quand ils n'en ont pas beaucoup. Donc là, à des moments, bah, c'est peut-être, bon, ça va être lié, ouais, je vais passer sur la 7, ça va être lié à savoir interrompre, en fait. Tu te dis, bah, attendez, toi, tu me l'as déjà dit, il me semble que, là, on reformule. Tu me l'as déjà dit, je crois que c'est ça, en fait, que tu veux dire. Oui, oui, carrément. Bon, ben, ok, ça, je crois que j'ai compris. T'as autre chose, en fait? Est-ce que tu as un autre élément que tu voudrais aborder? Et donc voilà, on continue d'avancer parce que on coupe, on arrive à interrompre à certains moments. Euh, et voilà, enfin, il faut aussi savoir interrompre quand ça monte trop entre les deux parties. Demander peut-être éventuellement à répéter si on n'a pas forcément compris quelque chose. Ou peut-être même interrompre. Interrompre, ça peut être aussi, comment dire, c'est pas forcément dans le conflit. Tout de suite, en fait, on peut interrompre et revenir 2 semaines après parce que nous, on estime que bah, le conflit qu'on est en train d'essayer de résoudre, bah, là, tout de suite, les personnes ne sont pas aptes à s'écouter. Bon, bah, en fait, on arrête le truc. On reverra dans 2 semaines ou dans trois si on est mieux disposé à être ouvert au conflit. Et enfin, du coup, être médiateur avec n'importe qui, ça fait penser un peu au truc de l'avocat, ça. C'est qu'en fait, chaque personne, en fait, mérite d'être écouté et qu'on puisse comprendre un peu les besoins de cette personne, donc faire preuve d'empathie en fait par rapport à toutes les personnes qui peuvent avoir fait des choses et que s'il y avait cette personne a fait cette chose-là, bah, c'est sûrement qu'elle avait une bonne raison de le faire, peut-être pas une bonne raison, mais en tout cas une raison de le faire quoi. Et donc voilà, essayer de comprendre en fait les sentiments qu'elle a pu vivre, les besoins qu'elle avait à ce moment-là. C'est aussi une manière, on va dire, empathique de traiter avec la personne. Voilà. Euh, donc voilà, s'intéresser aux besoins des deux parties, c'est un peu en guise de conclusion, ça plutôt pour la partie médiateur. Et que chacun puisse exprimer pleinement ses besoins, de se sentir écouté. Donc toujours pas porter de jugement, hein, évidemment, mais plus se centrer vraiment sur... Il y a vraiment un truc à retenir, je pense, sur le fait de... Quand on est médiateur, c'est vraiment sur les besoins. Et même, ça peut être un peu déroutant pour les personnes, mais se dire, mais en fait, c'est quoi, t'as besoin de quoi, toi, concrètement? Puis là, les personnes peuvent se dire, bah, moi, je sais même pas, en fait, de quoi est-ce que j'ai besoin, quoi. Et en fait, c'est sur ça qu'il va falloir que les personnes elles puissent travailler. Et des fois, bah, souvent même, les besoins sont pas évoqués. Et donc, ben, on n'arrive pas à exprimer bah, là où on voudrait aller parce que bah, on n'arrive pas à exprimer le besoin qu'on a à ce moment-là. Voilà. Donc voilà, pour finir, en posture médiateur, là, je vous ai fait une petite conclusion. Pareil,
observer sans évaluer, décrire une situation sans porter de jugement. Donc ça, c'est la première étape en tant que médiateur. Expliciter les sentiments, et c'est de créer un lien en fait entre les deux parties. Donc en fait là on reprend vraiment la méthode qu'on avait tout à l'heure, hein, mais plutôt avec les lunettes de médiateur là pour ce coup-là. Essayer de créer du lien entre les deux parties, ça c'est via l'expression des sentiments. Voilà, identifier les besoins, dont ça, on en a, je pense, assez parlé finalement. Et en fait, après, faire formuler une demande claire et précise. Bon, bah, toi, qu'est-ce que tu souhaiterais? Toi, qu'est-ce que tu souhaiterais? Et comment tu voudrais que la personne en face réagisse si jamais bah, tu formules ta demande et si en gros le souhait, entre guillemets, est exaucé, quoi. Voilà. Écoutez, voilà, j'ai fini sur mon monologue là. Je suis ouvert aux questions, aux remarques, aux échanges, enfin, à la discussion en fait, en général. Ben, c'est intense. Alors déjà, un grand merci Mathéo pour ton éclairage parce que je pense que la gestion de conflits, on va dire que c'est quand même ce qui nous prend le plus de temps au quotidien dans les incivilités, les problématiques interpersonnelles, coach, parents, etc. Je pense que la communication non violente, c'est un outil indispensable et tu as cité plein de mots-clés hein, qu'on connaît tous, à mon avis, hein, Ouais. depuis le début. Mais je pense que, en tout cas, moi, ça m'a bien éclairé sur la connaissance de la constitution des différents conflits, la typologie des conflits. Ouais. J'avoue que je m'étais jamais préoccupée de ça. Et alors, la CNV, dans le cadre professionnel, moi, je l'utilise très souvent, hein, Mm. mais ça fait partie des outils qui sont simples et intuitifs. Je veux dire, on n'a pas besoin d'être formé pendant très Mm. longtemps pour appliquer les premiers principes. Donc, je vais laisser Julie, je vois qu'elle a la main levée, mais en tout cas, je voulais te remercier sur l'éclairage et le focus fait là-dessus parce que je pense qu'on est tous concernés à un moment donné par ces problématiques-là. Ok, merci beaucoup du retour. Vas-y, Julie. On t'entend pas, Julie. Ouais. Ton micro est enfin, est activé pourtant, mais on t'entend pas. Bon, mais peut-être que en attendant, je sais pas s'il y a d'autres questions, mais Stéphanie, si tu l'utilisais dans ton cadre professionnel, peut-être que tu auras aussi des éléments à nous amener ou à répondre peut-être sur des Euh, problématiques que toi tu as pu rencontrer, des solutions que tu as eues, tu vois. Ça pourrait être peut-être pertinent. Du coup, je sais pas si Julie. Est-ce que tu m'entends là, Mathéo? Ouais, c'est bon, ouais. C'est bon, ok. Par rapport donc au titre là, quand tu dis gestion des conflits, je le vois surtout comme essayer en tout cas d'aller vers un conflit de manière pacifiste, mais pas forcément de résolution de problème. On est bien d'accord, parce que j'imagine notamment quand on voit au niveau des incivilités, par exemple, ou même tu vois des problématiques qu'il peut y avoir de conflits entre employeurs et employés, tout simplement. Le conflit, il est aussi à un moment donné l'acceptation d'un cadre réglementaire qui n'est pas forcément accepté par une des deux parties. Mm, Donc, si jamais c'est pas respecté le cadre, il peut pas mm, y avoir une résolution du conflit en soi, même Ouais, si tu y vas de manière non violente, quoi. ouais, 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 mais carrément. Après, voilà, ça c'est un autre type de. Pour moi, c'est un type de problème. Il peut quand même, au début, tu disais, il peut résoudre des problèmes. Selon moi, il peut quand même résoudre des problèmes dans le sens où, tu vois, la dernière étape, c'est la D, là, c'est formuler une demande qui est claire et précise. Donc, en fait, là, à partir de ce moment-là, quand on demande vraiment quelque chose à la personne, tu vois, à mon sens, ça peut résoudre certains problèmes. Alors après, voilà, les problèmes quand on est en fait dans un cadre qui n'est pas respecté. Peut-être que, je sais pas enfin, si on pourrait le résoudre avec ça, en disant, bah écoute, voilà, le cadre il est là, moi j'ai besoin, par exemple, que tu respectes le cadre, mais
c'est sûr que s'il y a des règles qui sont, on va dire, établies de base, et que en fait on déroge à la règle, enfin, pour moi c'est un peu ça que tu dis. Là pour le coup, oui, on va dire, je pense pas qu'on puisse résoudre les conflits avec cette méthode-là. C'est peut-être, je sais pas. Euh, ouais, c'est peut-être une autre manière de résoudre des conflits, peut-être moins, puis employeur-employé. On va dire, en fait, si la méthode bien, enfin, ça me fait penser un peu ce que tu disais, ce que disait Pascal au début, c'était, en fait, quand on a un mur, en fait, en face de nous et qui veut pas s'ouvrir au truc, peut-être qu'on pourrait utiliser au départ, en fait, ce truc-là de communication violente, voir comment est-ce que ça prend, est-ce que, bah, du coup, il y a une manière de recevoir de la part de la personne en face, ou non, et si jamais, en fait, on voit qu'il y a une demande qui est claire et précise, peut-être qu'on peut réutiliser le truc de clair et précise, vraiment, là. Et si ça marche pas, bah là après on passe sur d'autres manières de résoudre les conflits, sûrement moins empathiques en fait, quoi, tu vois. Je sais pas si ça répond. Si, si, ça répond. Après, moi, je remets absolument pas en cause de toute façon tout ce que tu as dit, parce qu'effectivement, d'exprimer déjà que c'est le ressenti personnel et pas forcément un jugement quand on accueille la parole de l'autre, c'est déjà fondamental pour pouvoir Mm. être dans l'échange. Donc ça, c'est un préalable indispensable. Mais tu vois, j'ai échangé avec Christophe, là, qui est sur la visio, qui est coprésident avec moi, et on disait des cas de parents dans les tribunes qui sont insupportables, qui insultent les jeunes arbitres. À un moment donné, aller les voir, et comme quand tu donnais ton exemple, alors même si c'était tout à fait extrapolé et c'était fait exprès, mais de pas dire à une personne où son chien il vient faire des saloperies dans ton jardin, d'essayer de lui formuler différemment, un parent qui va hurler sur un jeune arbitre, lui faire des phrases à rallonge pour lui demander qu'est-ce que vous voulez exprimer quand vous dites ça à un jeune arbitre. Tu vois, enfin, voilà, il y a aussi, c'est pour ça que je te parlais aussi du Mm. cadre légal qui fait qu'à un moment donné, il y a des choses sur lesquelles tu peux pas absolument pas déroger dans tous les cas, quoi. Ouais, je suis d'accord. Ouais, ouais. Peut-être que ça, du coup, ça fait plus référence au début de la présentation, tu vois, avec les différents types de conflits qui existent finalement. Mhm, Euh, et mhm. il y a, alors, bon, je sais plus, c'est un conflit d'autorité ou peut-être qu'il y a le truc de la règle, justement. Et en fait, on peut très bien se dire à un moment donné, mais quand ça touche à la règle, et ben là, le conflit, il va être plus. En tout cas, ça sert à rien de le résoudre avec la communication non violente, quoi, tu vois. Parce que je suis Ouais, d'accord. Et c'est un peu les limites de la méthode. C'est que au bout d'un moment, si on passe sur ça, bah en fait, il faudrait qu'on puisse se poser, tu vois, presque, et en discuter. Et on va dire l'environnement du match ne nous le permet pas. Peut-être après que, tu vois, si je réutilise un peu des trucs de la communication non violente dans la discussion, je sais pas, je reprends l'exemple du parent là, de se dire, en fait, de jouer sur l'empathie et se dire, bah, toi, tu te sentirais comment en fait tout si à fait. tu étais à sa place, quoi, tu vois. Mhm. Mais Merci pour ton travail, en tout cas, c'est intéressant. merci. Après, juste pour compléter, Mathéo, ce que je voulais dire aussi, c'est que les outils de la CNV, ça nous permet de retrouver un pouvoir d'agir et bien évidemment, la résolution de conflits par l'écoute active, la bienveillance, enfin tous ces mots qu'on entend, c'est pas toujours simple à appliquer, mais au moins on est acteur de notre action. Voilà, on a le pouvoir d'agir et c'est un outil qui est assez accessible. Ouais, c'est vrai, ouais, carrément. Et peut-être aussi pour être efficace et pour pouvoir l'utiliser, ce qui serait intéressant, c'est d'avoir des exercices. Tu vois, je pense que c'est quelque chose que, bah oui, la bienveillance, Du effectivement, on se jeu de dit, bon, rôle. allez, voilà. Mais avoir peut-être, Jeu de rôle. ouais, ou je sais pas, il faut qu'on s'entraîne à utiliser cet outil-là, parce que c'est pas juste, ça va pas être inné, quoi. C'est quelque chose qu'il faut peut-être qu'on. Mais avec des jeux de rôle, c'est bien. Oui, mais il faut qu'on, voilà, il faudrait peut-être que nous, on trouve un moment où, enfin, je sais pas, mais, Ah bah oui. ou si tu as des situations qu'on peut réfléchir à qu'est-ce que je dirais dans cette situation-là parce que sans s'entraîner, ça va pas être facile le jour où il y en a un qui dans les tribunes ou même à l'intérieur du club, hein, tu vois, si quelqu'un si on s'entend pas ou s'il y a un conflit à l'intérieur du club, bon bah il faut qu'on se mette en condition avant d'utiliser cette méthode ou bien que ça devienne automatique parce que on l'a utilisé plusieurs fois et qu'on l'a intériorisé. Pour l'instant, on l'a comprise, je pense, Ouais. mais on l'a pas intériorisé.
Bon, suffisamment pour pouvoir l'utiliser. Voilà. mm, Ah bah, Il faut qu'on passe à l'étape d'après, qu'on fasse un travail, nous, ça maintenant. demande du c'est travail. ça. Et en fait, ouais, non, mais carrément. Et en fait, enfin, l'étape d'après, c'est voilà, la pratique et en fait, c'est le module de formation. Enfin, c'est ce qu'on fait dans le module. Là, ce que vous avez vu, c'est, on va dire, la partie théorique. Tout à Bon, il y a fait. encore quelques petits éléments, mais c'est le gros de la partie théorique. Bon, de toute façon, le format du webinaire enfin, me contraignait un petit peu à amener que ça, finalement. C'est pas un souci. Mais sur 2 jours, finalement, la majeure partie de la formation, c'est de la mise en scène, du jeu, du théâtre presque, où justement, bah là, on s'entraîne, voilà. On a compris, mais en fait, quand on est sur le moment, c'est-à-dire, attends, c'était quoi? Il y a la B, puis après il y a la C, et après il y a ça. Et en fait, enfin, heureusement qu'on s'entraîne parce que le moment, en fait, on va être confronté à la personne qui va être en face où nous, on aura un petit peu de colère, un peu quand même, quoi, où ça va un peu chauffer, et on risque d'être un peu sous tension, je veux dire. Et ben, il va falloir qu'on s'entraîne avant, hein, parce que c'est pas le jour J où il va falloir être bon, quoi. Donc ouais, sur le module, en fait, on le fait. On fait beaucoup de jeux de rôle et tout, carrément. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres remarques? Oui, Oui. Gilles. Ouais. Moi, j'ai bien apprécié, hein. À travers tous tes exemples, moi, j'ai retrouvé des expériences que j'ai vécues et ça correspondait bien à la démarche d'un entretien, mais dans un climat calme, dans un climat où déjà on a réussi à créer un lien. Et j'entends ce que tout le monde dit, c'est sur un terrain, quand tu as deux violents, deux parents qui sont complètement, mais déjà, ils ont pété les plombs, on va dire le mot, hein, c'est comment on les amène à descendre sous pression pour pouvoir entamer cette négociation, enfin cet échange. Parce que c'est le plus difficile, c'est ça, c'est les faire tomber de pression, quoi. Parce que des fois, il y a des impacts affectifs avec l'enfant, les parents. Et c'est ça. Là. Si on arrive à les faire tomber de pression et qu'on puisse engager une conversation, là, alors est-ce que ce serait pas les gens des clubs qui connaissent les supporters et puis que le médiateur puisse travailler avec des dirigeants qui puissent pour leur faire tomber quoi. Ouais. Entamer au moins cet échange. Voilà, Ouais. ça serait Non, non, ouais, ouais, carrément. Mais c'est peut-être un truc que j'aurais pu préciser plus, t'as raison. C'est en fait euh, le moment qu'on trouve opportun, quoi. Parce que, enfin, voilà, en fait, comme tu dis, si les deux ils sont en train de s'engueuler, ils sont sur le terrain, dans les tribunes, enfin bref, c'est pas le moment en fait de le faire. ouais, Ça sera peut-être le moment plus tard mm, où en fait on est OK sur le fait que les deux personnes sont prêtes à écouter, tu vois. Et en fait, ouais, pour réussir à avoir ce moment-là, bah, et ouais, comme tu dis, il faut un moment qui soit calme, en tout cas avec l'utilisation de cette méthode, quoi. Il faut un moment qui soit calme, parce que c'est sûr que quand le mec il va être sous pression, c'est pas le moment qu'il va exprimer. Enfin, il va le dire, ses sentiments, ses besoins, mais enfin, faire le truc, ça va être vraiment difficile, quoi. ouais. Donc il y a un moment où est-ce qu'on est prêt à écouter et à rentrer dans le processus, quoi, tu vois, à rentrer dans la démarche, en fait, bah, pour réussir à la mener. Ouais. C'est vrai qu'il faut être un peu alerte aussi quand on est médiateur sur ça. T'as Mm. raison. Et si je rebondis sur ce que tu disais, il faut continuer, c'est-à-dire à un moment donné, est-ce qu'on ne doit pas passer le règlement pour calmer, mais par contre ne pas lâcher et après match, ne pas lâcher quoi, c'est-à-dire que continuer à parler avec cette personne qui est un peu plus calme, peut-être après devant une Ouais, bière ou je sais pas quoi. ah, c'est vrai. Mais voilà. Bah, peut-être qu'il y a un Ouais, truc on va dire ce qui prévaut sur le moment avec l'énervement ouais, et tout, c'est le règlement en ce moment-là. ouais, C'est ça qui fait foi. Et derrière, après, si on veut, on va dire ne pas être pas humain ou tu vois, et on veut accompagner la personne plutôt, et ben là, on peut passer sur ce processus, ouais, en effet, ouais. ouais, ouais. Et Bon, merci tous les gars. ça pourrait peut-être faire, ouais, carrément, ça peut peut-être faire le lien avec la question de Julie tout à l'heure sur le règlement Ouais, comme ça. Mais par contre, nous, à côté, bah ouais, on t'accompagne voilà, aussi. Euh, ouais. on essaie de te comprendre, tu vois, d'être empathique aussi. Merci.
Est-ce qu'il y a d'autres retours, d'autres interrogations, d'autres questionnements? Parfait. Merci, merci beaucoup, Ouais, Mathéo. ouais, juste, je voulais finir par les documents. J'ai pas, t'as donné ou j'ai pas Eh ben vu. non, parce que tu les as évoqués, mais je savais pas si tu voulais que je les dépose. Du coup, j'étais prête, mais tu m'as pas dit. Et je vais les. Hop. Le B et le C. B, c'est tout ce que je t'ai envoyé. Enfin, le Et diapo, je sais pas si le ouais. résumé aussi. Ouais, oui. Donc en fait, dans le résumé, il y a une manière plus visuelle, on va dire, de revoir la méthode en fait que j'ai faite là. Voilà, c'est en un PDF. C'est peut-être plus simple pour vous. Voilà. Et après, la B, c'est le vocabulaire des sentiments. La C, c'est les besoins fondamentaux. Bon, comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment des trucs non exhaustifs, hein. Il y a sûrement plus à compléter, mais au moins, ça permet d'avoir un peu plus de vocabulaire. Je viens de vous mettre dans le chat, donc les deux documents et celui-là là. Je vous les remettrai dans le mail si vous voulez les télécharger. Maintenant, vous avez juste à cliquer sur les documents. Normalement, ça vous les télécharge d'office dans votre dossier téléchargement. Et sinon, ils seront tous dans le mail avec le compte-rendu. Pardon Merci pour les douleurs, Chloé. je suis daltonien, hein. Je vous le dis direct. Je sais pas si c'est raccordé, mais bon. En tout cas, on peut voir que la Ligue est pleine de ressources diverses et variées dans ses intervenants salariés. Donc, c'est hyper enrichissant. Chloé, tu as quelque chose à rajouter ou on peut clôturer la séance? Non, merci à tout le monde. Enfin, si j'ai juste une question. Botti, désolé. Est-ce que c'est Marie-Claire, Marie-Claude? J'ai oublié. Marie-Paul. C'est Marie-Paul, je suis Paul, désolée, je suis arrivée voilà. un peu en retard. Pas de souci. Et donc, du coup, c'est pour le comité à De 73. Savoie, ouais. Parfait. Eh ben, c'est noté. OK. Hop. Marie-Paul 73. OK. Pour pas que j'oublie. Ouais. Merci à tous pour votre présence. Si jamais vous avez besoin d'échanger, si vous avez des questions complémentaires à Mathéo, peut-être après avoir relu le compte-rendu, revisionné le webinaire, si vous voulez, je l'ai mis en copie visible du mail, du lien de la visio. Et donc, je le remettrai aussi en copie visible du compte-rendu. Donc, si jamais vous voulez le contacter directement, vous pourrez. Et après, si vous connaissez d'autres personnes qui veulent rejoindre nos webinaires, n'hésitez pas à leur partager le lien à chaque fois. Pour les référents intégrité des comités et des ligues déjà identifiées, on aura donc notre regroupement le 12 mars à Lyon en amont du match de l'équipe de France. Je vais vous envoyer un mail officiel de convocation où je vous donnerai donc l'heure. On commencera entre 18h et 18h15 en fonction des bouchons lyonnais pour un mercredi soir. Pour avoir, donc ça sera au gymnase du club de Dessine. Donc il faut que je redemande l'adresse exacte au président du club, parce que je ne l'ai pas exactement. Et je vous enverrai toutes ces infos, mais vous pouvez déjà le noter. Et donc pour tout le monde, merci à tous. Et je vous souhaite on vous souhaite une très bonne soirée.